Alors comment est-ce qu'un pays vaincu, complètement isolé, sans armée, peut réussir à négocier d'égal à égal avec les plus grandes puissances du monde? Ça semble impossible, non? Eh bien, c'est exactement le défi immense auquel Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord a dû faire face en 1814. Ensemble, on va décortiquer son manuel, sa méthode, pour comprendre cette diplomatie si particulière des États faibles. C'est une vraie masterclass en relations internationales. Nous pouvons tout avec un principe. Cette phrase, attribuée à l'entourage de Talleyrand, elle résume tout. C'est toute son audace. Face à une coalition de vainqueurs surpuissants, il a compris que sa seule arme, ce n'était pas la force. Il n'en avait pas. Non, sa seule arme, c'était la puissance d'une idée. Mais laquelle? Il fallait trouver l'idée, celle qui serait assez forte, assez convaincante, pour retourner complètement la table. Allez, section 1. Un prince en infériorité. Pour vraiment saisir le génie de sa manœuvre, il faut se replonger dans le contexte. C'est crucial. On est au printemps 1814. L'immense empire de Napoléon vient tout juste de s'effondrer. Et la France, elle n'est pas juste vaincue, elle est à genoux, exsangue. Son destin à ce moment-là est entièrement entre les mains de ses ennemis. Voilà donc le problème, posé dans les termes les plus crus possibles. C'est vraiment le dilemme classique des relations internationaux. Comment le faible peut-il négocier avec le fort? Comment un pays en position de faiblesse absolue peut-il espérer ne serait-ce que survivre et, encore plus fou, défendre ses propres intérêts face à des géants qui ont toutes les cartes en main? C'est ce véritable casse-tête diplomatique que Talleyrand va devoir résoudre. Et là, le contraste est abyssal. Ça illustre parfaitement ce qu'on appelle une asymétrie totale du pouvoir. D'un côté, on a la France, battue militairement, son territoire envahi par l'ennemi, complètement seule, sans le moindre allié. Et de l'autre, la coalition, victorieuse, unie, avec un système d'alliance ultra solide. Franchement, sur le papier, la négociation ne s'annonce pas juste difficile, elle semble tout simplement impossible. Bon, face à ce déséquilibre total, Talleyrand va sortir son premier atout de sa manche. C'est un outil intellectuel, une doctrine qu'il a réfléchie depuis des années. C'est l'art de l'équilibre. Alors, le principe d'équilibre, attention, pour Talleyrand, ce n'est pas juste un face-à-face brutal entre les gros poissons où chacun essaie de ne pas se faire manger. Non, c'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent que ça. L'idée, c'est de créer ce qu'il appelle des corps intermédiaires. En gros, des états tampons, indépendants et neutres, qui vont agir comme des coussins de sécurité, des coins sécuritaires, pour éviter que les grandes puissances ne se rentrent dedans directement. C'est une vraie vision d'architecte de la paix en Europe. Et ça, ce n'est pas juste une belle idée sur le papier, On va voir comment il la mise en pratique. Pour ça, on va faire un petit saut dans le temps, quelques années après Napoléon, pendant une crise majeure qui aurait pu tout faire exploser, la crise belge de 1830. Alors, regardons cette chronologie. Elle est super parlante. En 1830, la Belgique se révolte, elle veut son indépendance. Forcément, en France, certains se disent « Super, on n'a qu'à l'annexer ». C'était la solution de facilité. Mais Talleyrand, lui, sait que ça, c'est la recette pour une guerre européenne immédiate. Alors, en tant qu'ambassadeur à Londres, qu'est-ce qu'il fait? Il dit non. Non à l'expansion française. Et il se met à la table des négociations. Son coup de maître, convaincre toutes les grandes puissances de reconnaître une Belgique indépendante, oui, mais surtout, et c'est ça le point clé, perpétuellement neutre. Il a créé de toutes pièces cet état tampon, cette barrière de sécurité. Il a transformé un risque de guerre imminent en un pilier de la stabilité européenne. Allez, on passe à son deuxième outil. Et là, attention, c'est peut-être son coup de génie absolu, le plus adapté en tout cas à la situation catastrophique de 1814. C'est le principe de légitimité. Et c'est là qu'on touche au cœur de sa pensée, à son pragmatisme incroyable. Pour Talleyrand, un principe, ce n'est jamais un dogme sacré. Jamais. Un principe, c'est un outil. Un marteau, un tournevis. On l'utilise s'il est utile. Sa seule valeur, c'est sa valeur d'usage à un instant T. Il ne se demande pas quel est le principe le plus juste, il se demande quel est le principe le plus utile pour la France, ici et maintenant. Et donc en 1814, au Congrès de Vienne, le principe qui a la plus grande valeur d'usage, c'est la légitimité. Et sa stratégie, elle est limpide, en 4 étapes. Étape 1, il arrive et il martèle que toutes les négociations doivent se baser sur le droit public. Étape 2, il lie ce droit public à une seule idée, la légitimité, c'est-à-dire le retour au pouvoir des familles royales d'avant la Révolution. Étape 3, il applique ça à la France. En ramenant les Bourbons, il envoie un message clair aux vainqueurs, « Regardez, on est comme vous maintenant, on partage les mêmes valeurs ». Et enfin, étape 4, le coup de grâce. En se faisant le champion de ce principe, il repositionne la France. De pari à vaincu, elle devient la gardienne de l'ordre, l'arbitre indispensable dont tout le monde a besoin. Et il y a cette anecdote, cet échange qui est juste légendaire. Imaginez la scène, à Vienne. Le diplomate prussien, Humboldt, en a marre d'entendre Talleyrand parler de principe. Il finit par lui lancer, exaspéré, « Mais que fait ici le droit public ?»
Et là, la réponse de Talleyrand, c'est du génie pur. C'est court, c'est sec, il fait que vous y êtes. Bam! En une phrase, il vient de leur rappeler que leur propre pouvoir, leur propre présence à cette table, repose exactement sur le même principe de légitimité. Il les a coincés dans leur propre logique. Brillant. Et les résultats de cette stratégie sont juste stupéfiants. Ça défie toute logique militaire. La France obtient une paix incroyablement favorable, bien au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer après une telle défaite. Elle conserve ses frontières de 1792. Pas d'indemnité de guerre écrasante, pas d'occupation militaire prolongée, sa souveraineté est restaurée. C'est la preuve qu'une idée, quand elle est maniée avec génie, peut être plus puissante qu'une armée entière. Alors, quel est l'héritage de tout ça? Comment est-ce qu'on pourrait qualifier cette approche aujourd'hui, avec nos concepts de relations internationales? Eh bien, la pensée de Talleyrand, en fait, elle préfigure une théorie bien connue, celle du réalisme défensif. Le réalisme défensif, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une école de pensée qui dit que l'objectif principal d'un État, ce n'est pas de devenir le plus puissant à tout prix, de dominer le monde, ça c'est le réalisme offensif. Non, pour les réalistes défensifs, l'objectif numéro 1, c'est la sécurité. Et pour être en sécurité, le mieux, c'est de maintenir un équilibre des puissances stable, un monde multipolaire où personne ne devient hégémonique. On évite les guerres de conquête, toujours risquées et coûteuses. Et cette définition, eh bien, c'est du Talleyrand tout craché, ça lui colle parfaitement. Pour lui, la priorité des priorités, c'est la stabilité politique et la prospérité du pays. Il rejette complètement l'idée de la guerre hégémonique. Il trouve ça stupide, un gaspillage monstrueux. Il a cette conviction qu'un État doit rester dans ses limites naturelles, et que le rôle de la France, ce n'est pas d'être la plus forte, mais d'être le soutien du faible et le défenseur de l'opprimé. Il était un réaliste défensif, bien avant que le concept soit inventé. Et tout ça nous amène à une dernière question. Dans notre monde actuel, si turbulent, si imprévisible, où les équilibres sont sans cesse remis en cause, est-ce que ce manuel de Talleyrand, cette diplomatie de l'intelligence, c'est juste une belle histoire du passé, un art oublié? Ou est-ce que, au contraire, c'est un guide indispensable pour naviguer dans les complexités du XXIe siècle? La question reste ouverte.